Bienvenue, salut à tous, fidèles à votre Croix de Neuf quotidien sur Zouk TV, que vous attendez avec impatience, bien évidemment. Alors là, j'ai à m'écouter justement un monsieur très important, monsieur Serge Haribou, il est secrétaire général UGTM Santé. Et vous savez que la santé en Martinique, mais c'est pas la vie en rose, comme on dit. Alors, monsieur Haribou, bel bonjour, comment vas-tu, ça va? Oui, ben ça va, bonjour à tout le monde, auditeurs et téléspectateurs de Zouk TV. Ouais. C'est avec grand plaisir, encore une fois, que je reviens sur Zouk TV pour apporter un maximum d'informations pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe au niveau de la santé en Martinique. Alors, on nous parlait à l'instant là, on discutait de la situation à l'international, etc., le malaise qu'il existe un peu partout, etc. Est-ce que notre pays, pensez qu'il est également touché par ça? Il est touché parce que, bon, on n'est pas en dehors du monde. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri, on a des situations sociales qui sont très difficiles, des taux de chômage explosifs, des jeunes qui partent tout le temps et surtout des personnes à la retraite, des personnes âgées avec des minima sociaux qui posent énormément de difficultés, en tout cas pour la couverture au niveau santé. Ah ouais, les EHPAD également, on a les EHPAD, tout ça. Donc on va brosser un peu tout ça, puisqu'on aura parlé de l'eau, on aura parlé de tous ces sujets-là, mais aussi on a à voir la question de l'hôpital même, le plus grand établissement de l'hôpital, c'est le CHU, Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, qui est en grande difficulté. Et je crois que ça aussi, ça interpelle, quoi. Ça interpelle tout le monde parce que déjà, on n'a pas trop confiance, de façon globale, la population dit qu'il n'y a pas trop confiance dans cet établissement. Et les traitements, pourtant, il y a des services importants qui sont là, à disposition de la population. Mais par exemple, là, on vient d'avoir une note de service qui est sortie. On parle d'un déficit de CHUM au plan social sur 4 années sous couvert d'un contrat d'efficience entre l'ARS et le CHUM. Alors, explication. Alors, les explications, c'est que le CHU a toujours été déficitaire. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, bon, maintenant, on est passé, au lieu de diminuer, puisque quand on est en déficit, on a déjà eu plusieurs missions qui sont venues, on a déjà renvoyé des directions. On est passé d'environ 100 millions il y a 9 ans à entre 160 à 190 millions de déficit aujourd'hui. Donc c'est 60% d'augmentation en 9 ans. Donc la situation est en train de se dégrader, même si on voit qu'il y a des bâtiments, et ça pose énormément de problèmes. Alors les fournisseurs, ils sont payés très en retard, plus d'1 an après, plus de 360 jours après. Les fournitures ne sont pas toujours là, parce qu'il y a des fournisseurs qui arrêtent de livrer. Et cet hôpital-là a un problème aussi d'avoir suffisamment de médecins. Là, aujourd'hui, on est le 16 mai, il y a une note de service qui demande au chef de pôle, au chef de service d'organiser différemment l'entrée des patients au CHU, de reporter les admissions programmées et de faire en sorte de faire partir le plus rapidement possible les patients. Alors, nous gagnons un créole, oui. Alors, je ne vais pas accepter personne et ça qui a accéléré des barrières. Voilà, c'est ça. Donc, reporter jusqu'au 27 mai, donc à la fin mois, les entrées et faire en sorte de faire par ces mounons sortis qui est dans ces cabanes sortis le plus rapidement possible. Alors, mais justement, mais le terme urgence en lui-même, il n'y a pas de signification encore, là, c'est bien. Non, parce que là, hôpital sous tension, ça veut dire hôpital, c'est consistant en mon gars en AVC. Hein. Hôpital sous tension, c'est un terme administratif qui veut dire hôpital en grande difficulté. C'est ça que ça veut dire de fonctionnement et de pouvoir rendre le service. Donc c'est ça qu'il a. Et déficit là-dedans, ça fait qu'il n'y a pas ni assez docteurs là-dedans aussi. Personnel là, quoi. Le personnel là. Et là, ça a montré nous véritablement que nous pas qu'à mentir. Il y a une difficulté importante de fonctionnement. Et faut que tout le monde bien comprenne que là, c'est à jouer et puis santé, population. Alors, nous, quand même, est-ce que vous aviez vu venir cette situation? Il y a un moment qu'on parle de cette situation-là, puisqu'à un moment donné, nous t'ai dit, faut que fait des docteurs venus de l'extérieur. On a même parlé à un certain moment des docteurs cubains. Des Cubains, mais qui oui, sont venus pendant la période Covid, qui ont rendu les services que la CTM avait fait rentrer. On a eu un accord pour faire venir 81 spécialistes
Je vais apprendre des fois en français parce qu'il y a une démon à l'extérieur. Qui a dit nous, il a coûté ces missions. Et 81 spécialistes, ce qu'on appelle des praticiens hors Union européenne. Donc en grande majorité, c'est des Africains, c'est des Maghrébins, qui travaillent déjà en France, pour la grande majorité, qui devaient rentrer ici. En 3 ans, il n'y en a que 31 qui ont fait rentrer, alors qu'on avait une liste de 81 spécialistes. Et puis aujourd'hui, on voit que les rendez-vous sont très éloignés, que ce soit pour des rendez-vous de radiologie, d'IRM, que ce soit des rendez-vous en gastro-entérologie. C'est ces spécialistes-là qui nous manquent aujourd'hui et qui fait que l'hôpital ne peut pas fonctionner correctement. Les interventions chirurgicales. Moi, j'ai eu un cas là que je peux donner d'un grand madame qui rentrait aux urgences le mois dernier pour un problème de diabète, de pied diabétique. Il y a un service spécialisé au CHU pour ça. Ils ont quitté 15 jours couché aux urgences. Diabète? Oui. En attendant une intervention. Ils ont fait intervention, ils ont amputé, et puis 3 jours après, ils sont morts. Mais 6 mois, c'est parce qu'elle n'a pas été prise en charge correctement, rapidement. Et ce n'est pas le seul cas. Donc là, nous avons dit ça, mon cas croit que nous pas averti. Là encore une fois, nous faisons émission, là nous avons dit ça. Ça va revenir si les problèmes ne sont pas résolus, ça va revenir. Ce qui va, alors là, nous avons averti, et nous averti la direction que nous pouvons en laisser à Bayo. Il semblerait qu'on va manquer de médecins urgentistes pour juin et juillet. Donc, on va rentrer en période cyclonique. Ben oui. En juin et juillet, et que l'hôpital de Trinité, les urgences, auront un risque de fermeture. Ça, c'est ce qu'on vit là, et il y aura dit nous, oui, on va chercher des médecins, mais c'est pas en bas, il y a quoi tout en là, oui, c'est pas au marché où aller acheter des kilos carottes. Donc c'est ça qui est problème aujourd'hui jour. Et l'arrêt de l'admission des patients, là, cette note de service là, c'est un peu criminel. Alors, on est dans un plan là, jusqu'à 2028, de réduction encore sur le fonctionnement. Alors que ce soit les personnels médicaux, les personnels non médicaux, que ce soit sur le matériel, les travaux, c'est des millions d'économies au les fait. Et nous ne pouvons pas côté autres qui peuvent faire ça, parce que nous ne pouvons pas même arriver, rénover ces chambres-là. Les structures existantes, quoi. Les structures existantes. On va passer à un deuxième point, si tu veux bien. Alors, je vois vaccin Covid, AstraZeneca retiré de la vente, de plus en plus de cas d'effets secondaires dus aux autres vaccins. Ça aussi, c'est important, ça. C'est très important. Ça, c'est le sujet qui revient tout le temps. Alors, il faut bien nous comprendre que la question du vaccin, pourquoi il faut qu'on en parle? Parce qu'ils viennent de retirer de la vente l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, c'est un vaccin qui était proposé, monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, neurologue, en février 2021, avec l'autorisation des autorités sanitaires, avait dit, voilà la solution pour les soignants, faut que vacciner yo, j'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner avec ce vaccin-là dans leurs hôpitaux. Et puis maintenant, on s'aperçoit que le vaccin pose des problèmes. D'énormes problèmes de suite. Il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées et c'est plusieurs États qui ont déjà... Il y a la France qui a arrêté, mais l'Italie et l'Allemagne ont suspendu ce vaccin-là. Et ce laboratoire-là donne pour raison qu'il n'y a pas assez de demandes. C'est pas vrai, c'est qu'il y a des difficultés de santé pour les gens qui se sont fait vacciner, ce qu'on appelle les effets secondaires. Ouais, voilà. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est pas le seul vaccin qui pose des problèmes. Il y a des millions d'effets secondaires. L'appel qu'on peut faire, c'est de dire aux gens, faites attention, tous ceux qui ont été vaccinés, si vous voyez que vous avez un problème, déclarez les effets secondaires. Ça, c'est important parce que les médecins hésitent. Mais c'est la santé de la population qui est en jeu. Un effet secondaire, ça veut dire que c'est un effet qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as la santé et tu as le politique d'un côté. C'est-à-dire que... Donc, il y a... Mais il faut quand même que cette possibilité-là que les gens ont, il faut qu'ils l'utilisent. Parce qu'il n'y a même pas 1% des déclarations qui sont faites. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est les institutions officielles qui le disent. Alors aujourd'hui, il y a un mouvement qui est lancé de dire aux gens, vous avez reçu des vaccinations ARN qu'on vous a dit, on vous a dit que ça allait développer chez vous une protection avec des protéines, ce qu'on appelle la protéine spike, mais ça, on s'est aperçu
que ça développe d'autres protéines qui n'étaient pas prévues au départ. Ça, c'est la première chose. Donc, les gens ont le droit de porter plainte. Parce qu'on leur a donné un produit. C'est comme si on vous vend une voiture, et puis on vous a dit, on vous a vanté des qualités de la voiture, vous apercevez que c'est pas ça. On y doit porter plainte pour dire que c'est pas bon. Donc là, il y a des associations. En gros, banni service après votre quoi. Voilà. C'est pas bon, et il faut y aller. Et c'est sorti dans le 6 décembre dernier dans la revue Nature qui a publié cette étude-là. Et aujourd'hui, officiellement, les gens ont à déposer devant la justice, comme il y en a une patiente qui l'a fait en Grande-Bretagne contre AstraZeneca. Elle a mis AstraZeneca devant la justice parce qu'elle faisait partie du lot de personnes qui étaient en test. Elle a eu des effets secondaires et le laboratoire n'a pas voulu la prendre en charge. Donc là maintenant, ils ont reconnu, puisque bon, dans ces pays-là, c'est des accords qui sont faits au niveau de la justice. C'est pas comme ici, il y a pas attendre de décision. Là-bas, vous pouvez faire un accord. Et le laboratoire a reconnu et va dédommager cette dame-là. Parce qu'elle n'a pas été prise en charge correctement, elle a des effets secondaires. Mais ce n'est pas des petits effets secondaires, il faut faire attention. Hein. Quand je dis ça, là, comme ça... C'est pas des petites douleurs, par exemple. Non. Là, on est en train de parler d'incapacité de pouvoir se déplacer, perte de travail, pas de possibilité de faire d'activités sportives, physiques, et ainsi de suite. C'est ça. La personne s'est retrouvée immobilisée, alors qu'il y a l'âge à 50 ans, on peut toujours faire... Jogging, là, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que c'est une vie qui est gâchée, si on peut dire. Donc c'est un élément très, très, très important. De toute façon, on va revenir, si tu veux bien, sur les éléments de toute urgence. Et puis, il y a eu cette affaire des 6 soignants militants radiés du chemin. Oui, alors, c'est justement ça, parce que on disait dans le temps, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, ouais, est-ce qu'on avait averti? Dans le temps, les soignants ont bien dit, faites attention, on n'a aucune assurance. Bon. On nous disait que ça allait protéger le vaccin contre la transmission. On s'est aperçu après, ils n'ont jamais fait d'essais cliniques sur les transmissions. Donc, des agents ont déposé au niveau de leur direction un droit de retrait vis-à-vis de cette obligation vaccinale. Il se trouve aujourd'hui que le CHU les a radiés, c'est un licenciement. Parce que ils ont déposé ce droit de retrait. Mais dans la réglementation... la direction n'a jamais respecté la réglementation qui prévoit l'analyse du droit de retrait, le passage devant les instances, le respect de la réglementation, l'interrogation de l'inspection du travail. Tout ça, ça a été bâclé. Alors, des gens disent oui, mais ils ont touché. Non, ils n'ont pas touché leur salaire comme ça. Faut avoir attention. C'est ce doute-là qui subsiste. C'est mon comprendre justement qu'ils sont radiés, mais ils touchent. Non. Ils sont restés de 2021, 2022. À avoir des salaires que yo pas tout l'argent yo, ils n'étaient pas payés, et c'est en 2022 que la direction a reconnu qu'ils étaient dans l'erreur et ils ont commencé à rembourser. Nouvelle direction est arrivée, ils ont commencé à rembourser et puis finalement, ils ont décidé de licencier ces agents-là. Il y a tout un mouvement d'agents aujourd'hui suspendus, il y a des avocats qui relancent ces affaires-là parce que les agents suspendus premièrement c'était irrégulier, puisqu'on voit que tous les vaccins maintenant sont pas bons. Il y a des plaintes qui sont faites. Mais aussi, les agents, on a des notes de service, par exemple AstraZeneca, là, que la France a décidé aujourd'hui d'enlever du marché. C'était proposé au CHU de Martinique. Il y a les notes de service qui sont sorties pour dire aux agents, prenez, c'est meilleur que l'autre. Bon, alors, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est qui est contestable, et qui doit être contesté, qu'on doit informer la population, ces radiations-là ne sont pas légales. Elles n'ont pas été faites dans le cadre du droit, du respect du droit de ces salariés-là. Et c'est pour ça qu'on dit que de faire très attention et de ne pas oublier que la population des soignants, c'était les seuls que le gouvernement a arrivé à mettre une obligation sur leur dos. Mais c'est parce que les soignants se sont mis contre cette obligation que toute la population n'a pas eu cette obligation. Souvenez-vous, il y a une loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale et que les députés ont refusé l'obligation générale pour la population parce que les soignants étaient déjà en lutte contre ça. C'est une forme de répression, un règlement de compte. C'est un règlement, exactement, tu as trouvé les bons termes, c'est un règlement de compte qui est en train de se faire là et que ces 6 agents-là ont été jusqu'au bout.
ils iront jusqu'au bout et moi je dis qu'il faut les soutenir. Donc il y a un soutien, que ce soit financier, à faire parce qu'ils iront jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la cassation s'il le faut. Mais ça va servir à tout le monde, que ce soit ici, que ce soit en France, parce que si ici on a réussi à diminuer le nombre de personnes qui ont été suspendues grâce à ces actions-là, il faut pas oublier qu'en France, il y en a des milliers qui sont toujours suspendus, qui attendent là. Et que ça, ils attendent aussi de notre côté qu'on continue à faire en sorte de gagner ces combats-là, parce que ça leur permet aussi de gagner. Les avocats utilisent chaque fois qu'il y a un gain, que ce soit au prud'homme, comme ici on a déjà gagné quelques cas au prud'homme, contre des EHPAD ou des trucs comme ça. Et il faut qu'on continue cette lutte-là, il faut que la population comprenne bien et de nous contacter, que ces agents radiés-là sont injustement radiés, ils perdent leur travail, leurs moyens de vie et que c'est pas normal. Voilà, on va passer à un point suivant. Alors là, c'est un point qui concerne toute la Martinique. Les établissements sans eau. Alors, clinique, EHPAD, école, les patients sont là, ils attendent. Alors, tout le monde concerné par l'état là. Alors, je vous écoute, monsieur Haribo. Oui, alors, première question qu'il faut résoudre, parce que on entend les gens discuter. Au niveau de la santé, nous, on rappelle simplement à tout le monde que l'eau, c'est un aliment indispensable pour la santé. Que le corps humain, c'est 60% d'eau. Quelqu'un qui pèse 70 kilos, c'est 42 kilos d'eau dans son corps. Puisqu'un litre d'eau, c'est 1 kilo. Donc 60% de notre corps, tout notre corps a besoin de l'eau. Il n'y a pas que nous, l'eau c'est aussi pour tout le monde autour de nous, la végétation. Ben évidemment, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre. Deuxième chose qu'il faut qu'on rajoute dans le débat, ce ne sont pas chez nous, qui consommons le plus d'eau. La consommation à la maison, c'est 4% de la consommation générale de l'eau. Donc on oublie souvent la Sahara. On oublie l'agroalimentaire, on oublie les élevages. Et là, moi j'ai un tableau, je peux montrer aux gens, vous pouvez trouver ça sur Internet. Pour produire des racines, des tubercules, c'est 387 litres d'eau. Un porc, c'est 5988 litres d'eau. Et ça, c'est un coût en eau qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le préfet, lorsqu'il dit qu'il prend des dispositions, il va faire des restrictions sur les gros consommateurs, l'industrie et tout ça. Il sait très bien de quoi il s'agit. Donc quand on essaie de nous culpabiliser en nous disant que c'est nous qui non, mais c'est le robinet, nous qui capons ça. Mais voilà. Oui, voilà. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que la question de l'eau, c'est inadmissible que des établissements de santé ne puissent pas avoir de l'eau, des EHPAD. On a même été à voir que des crèches sont fermées. Des maternités, oui, des crèches, etc. Des écoles. Le Diamant a eu toutes ces écoles fermées. Donc, on est en train de faire en sorte de dynamiter complètement le fonctionnement de la société en ne prenant pas à la hauteur des besoins d'une société la question de l'eau. C'est fondamental pour nous. On est dans un territoire isolé, ça c'est la première chose. On a un territoire qui a beaucoup d'eau. Ouais. Et on gaspille cette chance-là qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'apport extérieur, normalement. Alors là, je vais ouvrir un petit peu encore plus. Alors là, tu me parles des faits. Mais il y a des gens qui te disent, ah non, mais Michel, même à stocker de l'eau, depuis un moment, l'histoire de stockage. Est-ce que ça, c'est un élément de réponse, ça? C'est pas l'élément simple de réponse. Il faut réorganiser, pour nous, la question de la consommation de l'eau, du stockage de l'eau. Les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques doivent avoir des stockages. On entend l'hôpital de Saint-Joseph n'a pas d'eau. Ouais. Donc, il devrait avoir des réservoirs, on sait très bien. Bon. Maintenant, l'utilisation de l'eau, les gens qui stockent de l'eau, par exemple, pour arroser les plantes ou pénies anti-réservoirs, pour arroser... Mais oui, tu plantes tout bocaillou. Mais aujourd'hui, la technique permet d'utiliser l'eau de pluie pour les toilettes. Pourquoi on prend de l'eau traitée alimentaire pour les toilettes, pour les WC? On peut très bien traiter l'eau de pluie pour les toilettes. Ouais. Donc, ça va diminuer déjà sur les besoins qu'on a d'eau traitée, ce qu'on appelle de l'eau potable. On n'a pas besoin d'eau potable pour certaines choses. Mais évidemment, la vaisselle... Voilà. Donc, tout ça doit rentrer en compte. Donc, ce qui veut dire, les écoles auraient dû avoir déjà des réservoirs d'eau. On voit qu'on a des toitures partout. L'eau toiture en tôle, on récolte pas l'eau de pluie.
Il n'y a pas de réserve. Visitez, passez n'importe qui côté. Oui, mais une cité en aussi, ça coûte quand même, il y a des investissements également. Ouais, c'est un établissement public. Ça fait partie, ça devrait faire partie, c'est pour ça que je parle d'infrastructure, de la manière qu'on fait l'urbanisation chez nous. Il faut qu'on arrête de rester là à bricoler. Il faut que au fur et à mesure, on mette ça. On n'avait pas de panneaux solaires avant. Hein. C'est venu bien, on met des panneaux solaires. Mais l'eau, on la récolte pas, l'eau de pluie. On ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. On la renvoie dans les canalisations. C'est perdu. Donc ça, il faudrait qu'on mette ça au bout du jour. Donc oui, il faut dire aux gens, faites votre stockage d'eau de pluie, mais faites attention que ça ne ramène pas d'autres problèmes de moustiques, tout ça. Mais c'est des choses qu'on peut très 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 bien prendre et analyser et faire entrer dans notre fonctionnement. On arrive dans la dernière ligne droite. Alors il y a également un élément qui vous interpelle, la rénovation à Trinité au ralenti. À quand la rénovation? Bon, la Trinité, donc, vous avez constaté que elle a tardé, comme on dit. Oui, alors, ça tarde trop et on est obligé à chaque fois de tirer la sonnette d'alarme. On devrait déjà avoir réceptionné les nouvelles consultations externes. Consultation, c'est quoi? C'est pour le public qui vient, qui veut... on devait avoir des spécialistes à la disposition dans le Nord, dans cet établissement-là. Cette rénovation-là n'est pas finie. Le bloc opératoire est toujours fermé. La maternité est toujours fermée. Ouais. Les travaux tardent trop, ils auraient dû déjà être terminés. Et c'est cet appel-là qu'on fait. Il faut que la population réclame de la direction du CHU qu'une accélération soit faite. Les élus sont montés au créneau pour la question de la reconstruction. C'est en cours. Les travaux préalables d'organisation, de marché, tout ça sont déjà en route. Mais concernant le fonctionnement là de tous les jours, on va rentrer en saison cyclonique sans bloc opératoire, sans maternité, sans que les consultations externes fonctionnent. Non, c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'on dit que là, l'eau commence à dépasser farine. En tout cas, merci à Serge Haribou, qui est secrétaire général du GTM de la santé. Donc, on a vu pas mal de points, le déficit du CHUM, le vaccin Covid AstraZeneca, etc., retiré de la vente, l'affaire des 6 soignants, l'établissement sans eau, le problème de l'eau très grave, et puis bien évidemment la rénovation de l'hôpital de Trinité qui tarde à venir. OK? À très bientôt. Merci Serge, sur TV.